Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce 36e épisode que j'aimerais consacrer à une brève présentation d'un recueil de poèmes chinois, le Shijing. On entendra une experte nous en parler, et puis en fin d'épisode, vous connaissez les bails maintenant, on lira quelques premières pages. Alors on va pas se lancer en introduction dans une définition de la poésie, sachant que si vous ouvrez le dictionnaire, vous serez un peu insatisfait, à mon avis, on vous laisse sur votre faim, parce qu'on souvent on essaye de définir ça justement avec des en souvent en général, on en reste à une question de forme, on ne saisit pas ce que c'est que la poésie en ouvrant le dictionnaire, pas plus qu'on saisit plein d'autres choses, hein, mais en tout cas on en reste à une forme courte, qui produit des images, bon voilà, on peut en rester là, puisque vous allez voir, les Shijing sont plutôt des odes, des chansons, dont on verra un peu la nature plus tard. Bon, je vous ai dit que c'était un recueil chinois, mais c'est surtout le premier recueil de poèmes chinois connu, car c'est un des rares textes qui a survécu à l'histoire aussi, en tant que recueil. La poésie, pour nous, si on considère qu'on est occidental, on pense à la poésie, on pense à nos poèmes, nos poètes grecs, enfin ils n'ont plus rien à voir avec nous, on n'a plus rien à voir avec eux, mais on pense à Hésiode, on pense à Empédocle, Échille, Sophocle, Terpendre, qui est un citharède, donc un genre de cithare, Homère, et ce que ça peut nous amener à dire, c'est que même à travers ça, à travers les noms que je vous ai cités, c'est que même là, la poésie prend des formes très variées, et que c'est pas juste le fait d'écrire un poème, qui est l'élément crucial vivant de la poésie. La poésie ne fait pas que produire des poèmes. Le poète n'est pas quelqu'un qui produit des poèmes, apparemment. Enfin, bref, on en restera là pour ça. Mais on peut remonter bien plus avant que l'Antiquité grecque, que le, je sais pas moi, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 8e siècle avant Jésus-Christ, quand on pense à Homère, y a des poèmes apparemment bien plus vieux. Je ne les ai jamais eus sous les yeux. Le plus vieux poème conservé daterait de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc voilà. C'est juste pour la petite histoire. Après, si vous pensez à la poésie française, vous avez peut-être pensé au Moyen-Âge, les chansons de gestes. Nous, on va parler du Shijing maintenant, suite à une conférence. En fait, je suis allé à un atelier conférence au Centre culturel de la Chine à Paris, c'est au 1 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e arrondissement, donc pas loin du métro Invalides ou Tour Maubourg, justement. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tout de suite, il faut parler de bénéfices. Pourquoi vous allez écouter un truc sur le Shijing, un épisode sur le Shijing, la poésie chinoise, pourquoi pas. Les plus vieux poèmes chinois conservés, ok, pourquoi pas. Si vous apprenez le chinois, ça peut être une bonne chose. Si vous vous intéressez à la culture chinoise, ça peut être encore une meilleure chose, peut-être encore, puisque c'est vrai qu'à lire, en tant qu'étudiant de chinois, c'est assez compliqué. Et puis c'est pas le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui facilement, que vous allez forcément retenir, et puis lire ça dans le texte, ça leur semble compliqué pour un étudiant débutant en chinois. Mais par contre, d'un point de vue culturel, au sens se mettre à comprendre ce que c'est que la poésie chinoise, la littérature, la langue chinoise, la pensée chinoise, ça peut être une porte d'entrée, surtout, c'est pas vraiment surtout, mais ça n'est pas vraiment à portée de main, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé le Shijing traduit en français si facilement dans toutes les bonnes librairies, vous voyez. Il y a des traductions, on a plusieurs, on va revenir, mais il y a encore moins de notes, quoi. L'accès, la pédagogie en français, même en anglais, vers le Shijing n'est pas spécialement, apparemment, très commun, courant, accessible. Enfin, si vous avez déjà lu Confucius, ça c'est beaucoup plus plausible, les entretiens avec Confucius, là vous allez peut-être savoir, en fait, sans le savoir, que vous avez déjà vu le mot
Shojing. Mais peut-être que dans la traduction, c'était pas Shojing, c'était peut-être le classique des vers, les poèmes, les 300 poèmes. Il y a plusieurs traductions comme ça. En fait, c'est le Shojing. Parce que Confucius, dans les entretiens, justement, il y a plusieurs passages où il parle du Shojing, il parle des odes aussi. Il va dire faut étudier les odes. Il y a notamment une phrase qu'on lui rapporte où il dit comment peut-on même s'exprimer sans avoir étudié le Shojing. Dans l'Antiquité chinoise, bon ça fera écho avec, je sais pas si vous avez déjà lu même des philosophes grecs, vous voyez des citations d'Homère, voilà. Bon bah, dans l'Antiquité, en Chine, on cite les poèmes du Shojing dans les discours pour argumenter, donc ça a une fin rhétorique ici. Si vous faites de la politique ou de la diplomatie, il va falloir, dans l'Antiquité encore une fois, aujourd'hui je ne sais pas si ça se fait, ce serait intéressant de savoir si on cite encore des poèmes du Shojing dans des réunions du parti. Autre fonction du Shojing, ce serait d'exprimer ses sentiments, ses désirs, le poème manifeste, c'est assez banal ce que je dis là, mais voilà, c'est comme ça que ça s'étudie un petit peu, visiblement. Le poème manifeste les sentiments et ils éveillent les sentiments, donc c'est fait en gros pour séduire. Là, on comprend que c'est fait pour draguer les filles, de citer le Shojing, c'est la classe, il y a plusieurs poèmes qui parlent d'amour, de nature, etc. On comprend, c'est le printemps, voilà, il y a des références justement au printemps. Ensuite, il y a une approche par description, comparaison et allusion. Donc si j'essaie de résumer petit à petit ce que je suis en train de raconter là, un peu dans mon jargon, selon Confucius, étudier le Shojing, c'est notamment une manière d'apprendre à argumenter en politique. Ensuite, c'est fait pour exprimer ses sentiments, et ensuite, c'est fait aussi pour s'exprimer de façon allusive, vous voyez, utiliser des allégories. Donc, on peut parler aussi d'un enseignement moral, c'est-à-dire, Confucius parle de ça, que c'est une manière d'apprendre à bien se comporter avec ses parents, donc il y a un côté de vivre en société correctement, moral, social, voilà. Et enfin d'apprendre des choses sur la nature, parce que en lisant ces poèmes, en chinois, vous avez du vocabulaire, tout simplement, des noms d'oiseaux, des arbres, des choses de la nature. Un des bénéfices de toute cette lecture, c'est l'éducation de l'honnête homme. Donc c'est pas seulement de lire, bien sûr, mais c'est de l'étudier. Donc il y a 4 fonctions, là, dans ce que je viens de dire, qu'on peut dégager. Encore une fois, ce que je viens de dire, c'est la paraphrase de ce que je crois avoir compris de ce que j'ai écouté. Donc attention à ça, méfiez-vous de ce que je dis. Première fonction, c'est l'argumentation. Vous parlez, vous faites de la politique, vous citez des poèmes du Shojing. Ensuite, la deuxième fonction, c'est d'éveiller les sentiments. Donc là, c'est de la poésie séductive, j'allais dire. Bon, c'est pour séduire, dans son discours, voilà. Ensuite, c'est, on va dire, d'observer les bonnes mœurs, et donc là, on comprend la valeur pédagogique, quoi. Vous faites étudier à vos enfants le Shojing, la poésie classique, et il y a des bonnes valeurs dedans, voilà, et c'est bien d'apprendre ça. Ensuite, quatrième et dernière fonction, donc, ce serait d'exprimer ses doléances de façon allusive, c'est-à-dire, au lieu de parler brutalement de certaines choses, voilà, dans certains moments de la vie, on doit dire des choses, et ce n'est pas évident de les dire, donc, au lieu d'y aller directement, on fait comprendre, en citant des passages du Shojing. Alors, est-ce que... tout ça, ça forme des bénéfices, clairement, de l'étude. C'est de cet angle-là qu'on nous a présenté les choses, parce que Bonjour Étoile, merci de prendre le temps de répondre à quelques questions pour Comme en passant. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Et je m'appelle Wu Shijue et mon prénom en français c'est Étoile. Et je suis doctorante en littérature comparée à l'université Paris-Sorbonne. Et maintenant, je suis responsable de l'atelier de littérature ici au Centre culturel de Chine à Paris. Selon toi,
quel est le niveau de connaissance des Français en général de la littérature chinoise? Les Français connaissent bien la poésie, mais pas la poésie chinoise. Donc, ce que je fais, c'est seulement leur donner quelques connaissances sur la forme poétique chinoise. Et puis, pour le sens, ils comprennent rapidement et ils peuvent entrer rapidement dans le monde littéraire chinois avec quelques connaissances. Et puis, on peut discuter, quelque chose de très profond sur la poésie, oui, et même sur la pensée, la philosophie. C'est quoi le principal obstacle pour un Français qui aurait quelques connaissances en chinois peut-être, mais pas plus que ça, et qui voudrait s'intéresser à la pensée chinoise, et plus précisément là, vraiment juste au Shojing, quel conseil à donner? Tout d'abord, c'est la lecture. Si on ne lit pas des canons littéraires, on ne comprend rien. Et puis, il faut avoir des connaissances sur, pas seulement sur la littérature, mais de plusieurs formes artistiques pour bien comprendre la littérature chinoise. Par exemple, j'ai également évoqué la symbiose entre poésie, calligraphie et peinture. Donc, si on ne lit que les canons littéraires et sans des connaissances générales de la culture chinoise, c'est pas facile d'avoir une compréhension profonde de la littérature chinoise. Bon, dans la poésie française, bien sûr, le choix des mots est important, mais j'aurais tendance à penser que c'est le travail de la syntaxe qui est le plus important, essentiel même à toute la littérature. C'est une spécificité des langues comme le français, mais le chinois c'est une langue assez différente dans sa structure. Il y a forcément une spécificité du chinois dans le langage poétique. Qu'est-ce qu'il faut apprendre du chinois? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du chinois pour comprendre ce que c'est que la poésie chinoise ou du Shojing au moins? C'est franchement vraiment important, surtout dans la poésie, parce que la poésie c'est un art du langage. Donc, il dit que la poésie la plus importante c'est une beauté picturale et musicale. Et tout ça, c'est grâce à la caractéristique des caractères idéogrammes chinois, parce que chaque caractère chinois a une place et un son totalement pareil. Donc, les poèmes sur la dynastie des Tang, c'est toujours un carré. Et de plus, j'ai bien expliqué la prosodie de la poésie chinoise l'année dernière. Et pour la prochaine séance, je vais dire la différence entre des poèmes sur la dynastie Tang et celui dans le Shijing. Merci beaucoup, Étoile. Alors, je vais lire à nos auditeurs un des poèmes que tu nous as lus, qu'on a un petit peu vu pendant cet atelier, qui s'intitule en français L'aigle pêcheur, parce qu'on a vu aussi tous les problèmes, toutes les différentes traductions. Tantôt on appelle ça un aigle, un oiseau, une mouette. Il y a des problèmes apparemment de traduction. Bon, L'aigle pêcheur, en chinois, le poème s'intitule Quanzhu. L'aigle pêcheur, Quan Quan, glatit l'aigle pêcheur dans cette île de la rivière. À la charmante fille pure, ce gentilhomme veut s'unir. Longues et courtes Villarcy, à gauche, à droite, les arrache. Cette charmante fille pure, veillant, dormant, il la désire. La désire sans la trouver. Veillant, dormant, il songe à elle. Oh, quelle peine! Oh, quelle peine! Comme il se tourne sur sa couche. Longues et courtes Villarcy, à gauche, à droite, les ramasse. Cette charmante fille pure, toutes si tard la chérissent. Longues et courtes Villarcy, à gauche, à droite, les arrache. Cette charmante fille pure, tambours et cloches les jouissent. Alors, petit point de vocabulaire rapide. Villarcy, ça désigne une flore qui naît, qui vit sur les marais surtout. Et jouir, vous me pardonnerez ma lecture, mauvaise interprétation, un peu bas de gamme de ce poème. Les jouir, tambours et cloches les jouissent, et jouir ça veut dire donner de la joie, bon ça ne s'utilise plus trop, c'est vrai.
Maintenant, c'est l'heure de nos lectures de première page. Alors, aujourd'hui, j'ai pris 5 textes. On va commencer avec la première page. Alors, attendez, on va faire un jeu en même temps. Je vous lis la première page et après, je vous dis seulement d'où c'est tiré. Alors, 21 mars 1927, minuit et demi. Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Frapperait-il au travers? L'angoisse lui tordait l'estomac. Il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même, de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin, un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied, comme pour en accentuer le volume et la vie. 4 ou 5 klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés. La vague de vacarme retomba. Quelque embarras de voitures, il y avait encore des embarras de voitures là-bas dans le monde des hommes. Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobile dans cette nuit où le temps n'existait plus. Il se répétait que cet homme devait mourir, bêtement, car il savait qu'il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il devait frapper sans qu'il se défendît, car, s'il se défendait, il appellerait. Alors c'est la première page de La condition humaine d'André Malraux. Alors, autre texte, là c'est plus difficile de trouver. Oui. Thomas s'assit et regarda la mer. Pendant quelque temps, il resta immobile, comme s'il était venu là pour suivre les mouvements des autres nageurs et, bien que la brume l'empêchât de voir très loin, il demeura, avec obstination, les yeux fixés sur ces corps qui flottaient difficilement. Puis, une vague plus forte l'ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au milieu des remous qui le submergèrent aussitôt. La mer était tranquille et Thomas avait l'habitude de nager longtemps sans fatigue. Mais aujourd'hui, il avait choisi un itinéraire nouveau. La brume cachait le rivage. Un nuage était descendu sur la mer et la surface se perdait dans une lueur qui semblait la seule chose vraiment réelle. Des remous le secouaient, sans pourtant lui donner le sentiment d'être. 3 petits points, puisque c'est le principe de tout ça. Alors là, c'est Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot. Alors, on attaque la troisième première page. Alors, forcément, il y a des tonnes d'introductions sur un texte comme ça. Madame Vauquet, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison Vauquet, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi, depuis 30 ans, ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot « drame » par la manière abusive et tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros. 3 petits points. Alors là, il s'agit du début du Père Goriot de Balzac. Alors pareil, rebelote. Je savais plus qu'il y avait autant de notes avant. Alors là, ça va être facile, parce qu'il y a plus de notes que de textes. La grande salle. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours, que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée, dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont mon histoire est gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picards ou de Bourguignons, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Las, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur, 3 petits points. Ça, c'était le début de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et je finis ensuite... Alors je vais tricher.
Ce sera quand même la première page d'un texte, mais il y a plusieurs textes. Scène première, midi, la salle commune de l'auberge, elle est propre et claire, tout y est net. La mère, il reviendra. Martha, il te l'a dit ? La mère, oui, quand tu es sortie. Martha, il reviendra seul ? La mère, je ne sais pas. Martha, est-il riche ? Et ça, c'est la première page du Malentendu, une pièce de théâtre d'Albert Camus. Je vous remercie d'avoir écouté ce 36e épisode de Comment Passant consacré au shudging. Je remercie encore une fois Étoile d'avoir répondu à nos petites questions pour l'épisode, et je vous invite, si ça vous intéresse en tout cas, de vous rendre tout simplement au Centre culturel de la Chine à Paris, donc au 1 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e arrondissement, et puis éventuellement vous pouvez consulter le programme de ces ateliers, de ces conférences sur le site internet, vous connaissez les bails, je mettrai tout ça en lien dans la fiche de présentation de l'épisode. On va quitter en musique, alors cette fois pas avec ma guitare, heureusement pour vos oreilles.